Bonjour à tous et bienvenue dans la crypte pour ce nouvel épisode de l'éclaireuse. Aujourd'hui, on reçoit Marilyn Ricard. Marilyn Ricard, qui est une institution dans le monde de la blockchain, puisqu'elle elle travaille depuis des années dans le Web3 et aujourd'hui, elle est associée chez Deloitte, justement, sur ce secteur, sur ce sujet. Bonjour Marilyn, comment allez-vous? Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je vais très bien, merci pour cette très belle introduction. Avec grand plaisir, c'est une réalité parce qu'en plus, donc Marilyn, on vous connaît aussi peut-être parce que vous êtes l'une des rapporteuses pour Deloitte du rapport de l'ADAN, donc le fameux observatoire des actifs numériques qui est de plus en plus connu et auquel on se réfère de plus en plus souvent pour comprendre l'écosystème et voir un petit peu chaque année dans quelle direction on va. Et c'est vrai que là, vous l'avez remis il y a 2 mois, a priori. Ça vous a demandé beaucoup de temps de travail. Comment vous avez fait pour enquêter? Comment ça s'est déroulé? Alors effectivement, c'est le rapport Adam est vraiment attendu, à la fois par l'écosystème mais aussi tous les services publics, puisque c'est le reflet de l'adoption en France et de plus en plus représentatif également de ce qui se passe en Europe. Donc est-ce que c'est beaucoup de travail? Oui. C'est un travail conjoint avec la DAN, bien sûr, également l'Ipsos. En fait, il y a deux parties dans ce rapport. Un volet qui concerne l'adoption des particuliers comme vous et moi, et puis un volet qui concerne les institutionnels, qu'ils soient pure players du Web3 ou non. Et sur la partie, donc pour les particuliers, eh bien, c'est l'Institut, l'Émérite Institut Ipsos qui est à la manœuvre. Donc nous, on a défini les questions à poser aux individus en France et dans 5 pays d'Europe. Et puis c'est l'Ipsos ensuite qui est parti à la recherche des réponses. Et puis ensuite, on a fait une analyse commune et un rendu. Voilà. Sur la partie industrie, alors c'est encore d'autres personnes qui ont été interrogées, ce sont les monsieur et madame blockchain, les CEO, les CFO, etc., que ce soit chez nos clients historiques ou bien voilà, des startups purement Mmh. Web3. Et on les a interviewés à peu près 1 heure chacun. Et donc, avec, vu le nombre de répondants, un peu plus de 80, oui, c'est beaucoup de travail pour capter tout ça et puis pour en faire ressortir des tendances et les rendre le plus compréhensibles possible et comparer aux chiffres de l'an passé. Et voilà. Et puis ensuite, porter un discours clair auprès du public voilà, qui à nouveau était vraiment très, très en attente. Chaque année un peu plus d'attente, on va dire, par rapport Mmh. à ce rapport. Mais alors justement, le public, c'est plutôt les institutionnels finalement, voilà, parce que les particuliers, est-ce qu'ils savent seulement que ce type de rapport existe? Est-ce que ça les intéresse d'avoir ce genre d'informations? À qui ça s'adresse en fait? Et qu'est-ce qu'on Ah, fait de ces informations? ouais, c'est une très bonne question. Je dirais que chacun peut, c'est comme l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir. Heu, le Ça peut aider tout un chacun, enfin ça conforte ceux qui sont déjà dans cet écosystème de ce qu'ils font. Ça peut leur permettre, en interne, chacun dans leur entreprise d'apporter des arguments pour continuer à faire de l'innovation. Je dis ça parce que c'est, compliqué dans l'économie, aujourd'hui en France et en Europe, n'est pas, c'est pas à son apogée. Et donc, qu'est-ce qui fait l'objet, malheureusement, de cost-cutting en premier? C'est l'innovation. Alors que c'est précisément l'innovation et avoir un temps d'avance qui fait que une entreprise peut enclencher sa transformation, sa survie. Et bon, pour revenir à votre question, donc ça sert à la fois aux entreprises, ça sert au porte-parole du gouvernement. Ce rapport, je l'ai présenté à Clara Chapaz avec d'autres experts Web3 autour de la table. Ça leur permet de prendre des décisions importantes en termes de souveraineté numérique. Où est-ce que veut aller la France? Est-ce qu'elle veut inciter ou pas tous les VC à faire des investissements? On le voit, la France est un peu en retrait par rapport à ça. Il y a la majorité des investissements pour nos startups françaises qui se fait à l'étranger, ou bien Mmh. lorsque c'est fait en France, malheureusement, ça ne dépasse pas le stade de ce qu'on appelle le early stage. Et donc après,
passer les 2-3 premières années, il n'y a pas forcément de deuxième financement. Alors, il y a plein de signes d'espoir. Il y a BPI qui a lancé un fonds Web3, on les remercie. Mais voilà, si nous, au sens ADAN, Deloitte et tous ceux qui supportent cet écosystème arrivent à convaincre le gouvernement français, ça permettra après, de façon, voilà, comme vous savez, les petits sucres là, Mmh. qui tombent, Ouais. que cette industrie soit davantage financée, parce que dans les autres pays, ils vont vite. En France, on a commencé par réguler, alors ce qui est important, parce que la régulation, ça rassure tout le monde. Voilà. Mais il y a d'autres pays qui sont allés plus vite parce qu'ils ont laissé l'innovation se déverser, quitte à prendre des risques. Mmh. Voilà. Et Donc, alors, ces innovations, alors si on déverse un peu, bon, c'est les États-Unis, c'est un peu ce qu'en ce moment on voit très fort, que Trump incite énormément, hein, bien sûr, à s'ouvrir à ça, et effectivement va prendre la dominance, encore une fois, sur nous, hein, via ce biais. C'est malin aussi, il faut reconnaître. Mais à quoi on va s'attendre? Dans quel monde ça va nous projeter et quels vont être les usages si on arrive à bien tout financer? Qu'est-ce que ça va apporter? Est-ce que ça Parce qu'il y a quand même, moi je dirais, une forme un petit peu il y a toujours ces deux états d'esprit qui se confrontent. C'est-à-dire que, à la base, normalement, on parlait oui, de souveraineté, financière, souveraineté numérique, et cetera, plutôt réservée au B2B. Et là, maintenant, on voit que c'est vraiment lancé dans toute la finance traditionnelle, ça se mélange et tout ça. Donc, à quoi ça va servir finalement, sur quoi on va aboutir dans toutes ces institutions, si on arrive à tout financer? Quel sera ce monde-là? alors, il y a clairement la finance 3.0 qui est en train de se développer avec comme sous-jacent cette technologie blockchain. Donc, vous avez des produits financiers du monde actuel qui sont en train de se déployer complètement à la sauce blockchain, que ce soit des prêts. On vient d'autoriser en France le crédit, le crypto Lombard, donc avec Regard, mmh. en garantie. Donc, il y a vraiment ce miroir qui est en train de se créer, premièrement. Deuxièmement, vous avez l'émergence à la fois alors si on reste en Europe, de l'euro numérique et des stablecoins. Donc, à nouveau, on est dans le domaine, on va dire, plus des actifs digitaux. Et ce qui est en train de se déployer, c'est les paiements grâce à tout ça. Les paiements en stablecoin notamment. C'est pour ça que certains acteurs se sont lancés tôt. La filiale Forge du groupe Société Générale, par exemple, qui a lancé son stablecoin en euros. Il y en avait eu un chez Casino avant, le LUG. Aujourd'hui, pied de nez de l'histoire, la Société Générale développe son stablecoin en dollars. Voilà, puisque C'est ça, c'est incroyable. Circle Alors, avait lancé son stablecoin dollar et puis finalement arrive en Europe pour faire de l'euro. Riposte de la France. Mais on a accompagné également chez Deloitte pas mal d'acteurs sur d'autres projets de stablecoin. Donc tout ça, ça va sortir bientôt. Et ça va devenir petit à petit on va dire une monnaie parallèle, avec toujours comme sous-jacent cette technologie blockchain, ce qui fait que ça peut faire des paiements plus rapides, moins chers, etc., etc. Et donc, pour les établissements bancaires qui se seront lancés en premier et qui développent des services crypto aujourd'hui, il y a eu plein de bonnes nouvelles fin d'année, notamment la création d'Exarch chez BPCE, etc. J'en oublie, on a eu vraiment tout un tsunami d'annonces. Elles vont permettre à leurs clients, individus comme vous et moi, ça rejoint votre question précédente, vont leur offrir des services en crypto-monnaie. Plutôt que d'aller acheter, c'est un peu compliqué encore aujourd'hui, même si c'est moins que ce que j'ai pu vivre il y a 10 ans, au lieu d'acheter directement sur un exchange, on va tout simplement passer par son banquier. Et c'est ça précisément que montre l'étude ADAN, c'est-à-dire qu'on a un Français sur 3 qui souhaite investir en crypto dans l'année qui vient. Et ce que montre aussi cette étude, c'est que dans les freins à aujourd'hui l'achat d'actifs digitaux, c'est qu'en fait, les Français sont très attachés à leur banquier d'origine. Donc, à partir du moment où leur banquier d'origine va proposer ces services, eh bien, là, ils ils n'auront ont plus peur d'y accéder. Voilà. Et donc, il y a une partie de l'épargne qui ne sera plus en euros sur un livret A, mais qui sera sur autre chose.
Voilà. Mmh. Donc aujourd'hui, vous avez Revolut qui propose déjà ça. La majorité des adolescents ont, s'ils ont un compte Revolut. Donc Revolut est en train d'arracher complètement le marché de cette nouvelle génération qui devrait se bancariser d'ici quelques années. Donc il est temps que les banques ripostent, parce que sinon Mmh. Mmh mh. leur clientèle ne sera pas renouvelée by design, puisque les jeunes n'iront plus. Alors, s'ils auront peut-être toujours le petit livret A que mamie leur a ouvert ou que leurs parents leur ont ouvert, mais ils n'iront plus à la Société Générale, chez BNP Paribas, ou etc. L'argent sera chez Revolut, et donc pas forcément en France. Et comme vous le savez, alors, ou pas, moi je le sais parce que j'ai fait beaucoup de missions au niveau de la Caisse des dépôts et consignations, mais avant d'en faire, je ne le savais pas, et pourtant j'étais dans le secteur financier, donc je me permets d'expliquer le concept. En fait, l'épargne des Français, dès lors qu'elle est mise sur un livret A, tout type de livret d'épargne chez son banquier classique, il y a un très gros pourcentage qui remonte au niveau de la Caisse des dépôts et consignations et qui sert ensuite au développement de la France, aux logements sociaux, à des sujets green, etc., etc. Oui, tout Donc, à fait. si cet argent ne va pas dans les circuits classiques, il ne remonte pas à la CDC, et donc les Français n'en bénéficient pas. Donc c'est pour ça, moi ce que je trouve fabuleux dans ce sujet de blockchain, c'est à la fois que c'est un nouveau monde qui se crée, donc ça donne sa chance à tout le monde. Et moi, je suis issue en France de l'ascenseur social, en fait. Je n'étais pas forcément prédestinée à arriver jusqu'à un rôle d'associé dans un gros cabinet d'audit et conseil. Donc, la France permet cette chance. La blockchain permet aussi. Voilà, il suffit d'avoir une idée bien conçue, de respecter la réglementation, et ça peut permettre à des jeunes, moins jeunes d'ailleurs, mais de créer leur entreprise et de se trouver une place dans ce nouvel univers. Oui, je note d'ailleurs, une phrase que vous aviez dite, comme quoi la technologie devait servir à lisser, les écarts. Exactement. Ça permet dans certains pays d'avoir accès à de la monnaie à des femmes notamment qui n'avaient pas, qui n'avaient pas de pouvoir financier. Réellement, ça rebat les cartes. Et l'autre, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette technologie, c'est que ça permet et c'est d'ailleurs une des personnes que j'ai pu interviewer dans le cadre de cette étude qui l'a dite, donc je rends à César ce qui est à César, c'est de dire qu'en fait, ça nous permet de nous poser des questions qu'on ne se serait jamais posées avant. On ne regarde plus son nombril, on regarde pas son entreprise, on regarde aussi l'extérieur de l'entreprise, les mouvements financiers, le pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de virement dans sa banque le week-end, pourquoi est-ce qu'à telle heure ça s'arrête, pourquoi ci, pourquoi ça, enfin, ça éclaire complètement, on va dire, sur le fonctionnement économique et financier du monde, la géopolitique, etc., etc. Il y a plein de gens qui ne seraient pas forcément intéressés à ce que racontait Trump sinon. Enfin, ça ouvre sur le monde et ça crée des connexions transversales entre les pays, entre les industries, tout ça, qui n'existaient pas avant. Mmh. Donc, c'est Ouais. complètement un nouveau monde à explorer. C'est votre fond d'écran. Voilà. Tout ceci est à explorer. Alors, est-ce que c'est encore la jungle aujourd'hui? Non, beaucoup moins, puisqu'il y a des réglementations. Mais pour information, il y a un film très sympathique qui sort et qui va être présenté d'ailleurs à l'ETHCC avec Vincent Cassel, ce n'est pas rien, sur le sujet des cryptoactifs et qui s'appelle, je crois, Wild Wild West. Ah, c'est marrant. Il me tarde d'aller voir ce film. Donc ça rentre dans l'industrie du cinéma de deux façons, un avec ce film et deux puisque voilà, c'est La tokenisation aussi. Puisque maintenant on peut même tokeniser, oui, les films, tout ça, hein, ça marche aussi. C'est un autre sujet encore, mais c'est vrai que ça oui, fait on y viendra quand même. Là, oui, il y a plein de choses qui me sortent dans la tête parce que c'est très riche ce que vous dites. À chaque fois que vous lancez une idée, j'ai une question, j'ai une question, j'ai une question. Alors j'espère pouvoir toutes les donner. c'est le principe du sujet et ça aussi c'est la magie de blockchain, c'est que c'est complètement fractal. Donc pour les Mmh. esprits qui ont besoin de se nourrir, qui ont des idées, etc., c'est juste fabuleux. C'est vrai, c'est très enrichissant. Ouais, ouais, c'est vrai et ça attise vraiment la curiosité sur, tous les sujets. On a forcément un focus à faire. Alors moi, quand même, ce que je vois, je trouve effectivement, on disait que Forge était passé sur son stablecoin en dollars. Bon, moi, ça m'a
beaucoup déçus parce que pendant des années, on pensait que ce serait enfin, ils préparaient l'euro. Enfin, pour moi, c'était un stablecoin euro qu'ils préparaient. Donc là, ce qui s'est passé selon ma petite analyse, c'est qu'ils ont vu que, de toute façon, aux États-Unis, on pouvait faire ce qu'on voulait, on n'était pas tenu à faire du dollar papier, qu'il y a le pétrodollar, il y a tout. Enfin, le dollar, quoi qu'il arrive, sous toutes ses formes, ça passe. Ça se commerce déjà très facilement, c'est très fluide. Et le fait que donc il fasse finalement un stablecoin dollar, est-ce que c'est pas un manque de confiance justement dans la réglementation européenne parce qu'ils pensent qu'on va être encore trop rigide, trop cerclé, alors que le stablecoin dollar, c'est bon, on peut faire déjà tout ce qu'on veut avec et même que Trump l'encourage parce que je pense que vraiment il a compris que c'était son nouveau pétrodollar en fait, c'était sa nouvelle façon de faire de l'hégémonie monétaire quoi. Qu'en Mmh. pensez-vous? Alors, pour moi, c'est pas l'un contre l'autre, c'est les 2. Et effectivement, face à l'accélération de voilà, la volonté de Trump et cetera d'aller vers du stablecoin dollar, pour moi, c'est une logique de diversification d'activités et donc de diversification des risques. Et pour avoir fait beaucoup, beaucoup de missions au risque à la Société Générale, ils sont pointus. Ils sont pointus sur ces aspects-là, donc oui, il y a un petit pincement parce qu'on se dit: «Bon, bah, mince, du coup, pour se développer, il faut aller aux US». Mais voilà, pour moi, c'est juste une logique de diversification et puis essayer de riposter par rapport aux autres stablecoins dollars qui, qui existent. Et Mmh. c'est peut-être, un passage obligé, le temps que ça se développe effectivement, un peu plus en Europe et qu'ensuite, bah, qu'ils mettent les gaz sur la partie européenne. Du coup, est-il vrai aussi que, parce que ça vous l'avez pas mentionné, pourtant ça me paraissait assez important, c'est que les banques freinent des 2 pieds, n'est-ce pas, pour mettre tout ça en œuvre? Enfin, vous dites au contraire que, on a plein de belles annonces et cetera. Moi, je lisais le contraire, je lisais que c'était vraiment un financement, hors norme à mettre en œuvre, des changements de pratiques, et que vu qu'on venait de se digitaliser finalement, c'était, ça va trop vite et il y a pas assez de financement derrière. Enfin, moi, c'est ce Mmh. que j'avais entendu. Est-ce que vous confirmez pour la banque commerciale traditionnelle que ça va être difficile à implémenter? En fait, il y a deux vitesses dans les établissements bancaires. Vous avez les équipes d'innovation qui sont des pionniers. C'est des personnes que je connais depuis quasiment 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis dans cet écosystème. Et qui font un travail formidable au quotidien pour essayer de convaincre tout le monde d'avancer. Ils avancent, ça s'arrête, ils recommencent, et cetera, et cetera. Et là sortent en fait, enfin, on va dire les vrais projets. Après, est-ce que l'ensemble de la banque est convaincu? Non. Est-ce que toutes les banques vont, faire le même type d'offre? Beh, je dirais non plus. Mais à la limite, tant mieux, comme ça, elles, pour l'instant en tout cas, elles ne se concurrencent pas sur ces aspects-là. Et on espère que les Français vont suivre et que ce qui est indiqué dans le rapport de la DAN, ce qu'ils ont exprimé, ils le feront maintenant qu'il y a des offres sur le marché qui arrivent. En effet, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mindset. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont vraiment besoin de comprendre avant de se lancer, ce qui n'existait pas, réellement par le passé. Moi, quand on me dit: «Ouais, mais je comprends pas, du coup, j'investis pas». Je dis: «D'accord, mais est-ce que tu comprends comment ta voiture fonctionne? Au-delà du fait qu'il y a un moteur et 4 roues et un volant?» «Non». Je dis: «Pourtant, tu as confiance, en fait, sur la route». «Oui». Mmh. Voilà. Bon, bah, c'est une différence entre avant et maintenant. J'avoue que je n'arrive pas à m'expliquer plus la chose. Je veux dire, on est passé aux cartes bancaires. Bon, bah, tout le monde a une petite appréhension. On se dit au début, ou même au paiement sans contact, tout le monde avait cette petite appréhension au début, mais qui s'est levée finalement très rapidement. Donc, Ouais, ouais, il y a un petit, il y a un petit, la vieille Europe, quoi, voilà. Mais ça me fait une très, très belle transition justement parce que maintenant on peut le dire, vous avez été celle qui avait mis en place ou du moins formé les commerçants à Cannes, donc une ville, où on se retrouvera peut-être, à l'ETHCC, où je suis pas loin, j'habite pas très loin, une trentaine de kilomètres et bien sûr que c'était une grosse annonce pour nous dans le bassin méditerranéen, le bassin, PACA, savoir qu'à Cannes, on pouvait enfin payer, en crypto. J'y suis allée moi, il y avait le salon de l'IA et j'ai demandé au bar en face du palais, «Est-ce que je peux payer en crypto?» Et je peux vous assurer que personne ne savait qu'on pouvait payer en crypto. Bon, ça c'était le premier point, mais c'était il y a quelques mois déjà. Donc là, on a tous hâte d'aller en juillet au salon pour voir si ça marche ou pas. Mais les questions sont les suivantes.
Alors, est-ce qu'il s'agit de paiements crypto qui se convertissent en fiat, dans ce sens-là, directement auprès du commerçant, donc en fiat, en monnaie officielle, en euros quoi, directement auprès du commerçant? Ou est-ce que c'est du vrai paiement crypto et le commerçant reçoit, de la crypto? Comment ça se passe? Alors, c'est une bonne question. La genèse de l'histoire, c'est un programme encore plus ambitieux que juste le paiement en cryptoactifs. On a accompagné la ville de Cannes et son palais dans la définition, aujourd'hui la mise en œuvre d'une stratégie complètement Web3, avec un certain nombre de cas d'usage qu'on a eu l'occasion de présenter et de faire valider par monsieur le maire David Kiesnar. Le premier qui était mis en œuvre, c'est le paiement en crypto-monnaie, puisqu'il y a eu, on va dire, ce use case zéro, qui est le THCC à Cannes, et que de façon rétroactive, enfin en rétro-planning, pardon, il a fallu mettre en place un certain nombre de choses pour que la ville soit prête le jour J à accueillir comme d'habitude le monde, puisque c'est leur gimmick. Cannes accueille le monde, mais accueille surtout voilà, les blockchain believers et les crypto détenteurs. Donc c'est le premier use case qui est visible, mais il y en a plein d'autres, voilà, qu'on a pu imaginer. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas les divulguer, mais sachez que ça couvre à peu près tous les sujets et de 7 à 77 ans. Voilà. Bon, donc, il a fallu, une fois qu'on décide de mettre en œuvre, il a fallu communiquer effectivement auprès des commerçants pour les informer que c'est quelque chose qui allait arriver et dont ils pouvaient bénéficier ou pas. Il y a pas aucune obligation de le mettre en place réellement. Et avec beaucoup de questions juridiques, comptables, etc. etc. Et puis surtout, savoir quelle solution de paiement je peux utiliser, CoinHouse, Coinbase, Lizzy, etc., etc. En fait, en fonction et le choix donc a été donné aux commerçants. Tout le monde n'a pas mis en place la même chose. Pour la plupart, et à ma connaissance, on reste sur la crypto qui se transmet immédiatement en fiat. Donc, en fait, les commerçants la plupart n'ont pas de crypto-monnaie réellement dans leur compte, en fait. Mmh, Voilà. mmh. Et L'impact est, vous est faible en termes de travail de leur côté, mais il peut être important, puisque à l'ETHCC, ce sont essentiellement des personnes qui ont j'imagine pour 99% d'entre eux qui détiennent des crypto-monnaies, et donc ça leur fait un moyen de paiement complémentaire ah bah, ça se pendant le THCC. Voilà. c'est sûr, ça va être super apprécié. Est-ce que quand vous avez rencontré les commerçants, ils étaient déjà un petit peu, éduqués, à la crypto? Est-ce qu'il y en avait qui détenaient de la crypto, qui avaient déjà pensé à mettre ça en place, ou est-ce que ça a été une surprise totale? Comment ça a été perçu? Il y a eu des freins, j'imagine, peut-être? On a fait le test. Il y a à peu près 10% des commerçants qui étaient présents dans l'amphithéâtre. Donc, il y avait un peu plus de 400 personnes qui y avaient déjà été confrontés d'une façon ou d'une autre, ne serait-ce que, alors beaucoup de boutiques de luxe en fait, puisqu'en fait leurs clients leur avaient déjà demandé est-ce que je peux payer ce sac à main, voilà, je ne cite pas de marque, mais avec des crypto-monnaies, il leur avait été répondu que non. Voilà. Mais maintenant c'est le cas, et vous avez un autocollant comme ça, qui a été collé sur la devanture des commerçants, en indiquant si oui ou non ils acceptent les crypto-monnaies. En tout cas, pour moi, c'est un vrai alignement du coup du discours entre je veux faire une stratégie Web3, oui, voilà, les mises en œuvre, et j'attire une nouvelle population, puisque voilà, la population de l'ETHCC est très différente de celle qui vient au Cannes Lions ou au Festival de Cannes, etc. Et c'est, je trouve, faire un pas vers l'autre, leur dire oui, on a compris, et pour vous, on fait quelque chose de spécial. Et moi, c'est ça que je trouve beau dans cette démarche. C'est ce qu'on appelle walk the talk. Et ils jouent réellement le jeu. Et j'espère que ça donnera que c'est parce que Cannes est connu de tout le monde, en fait, dans toutes les villes de France, de tous les Français. Donc, on espère aussi que ça peut être un accélérateur
à l'adoption des cryptoactifs en France si Cannes donne l'exemple, en fait. Et Cannes donne l'exemple. Donc après, à voir. Oui, tout à fait. Et puis en plus, bon, c'est vrai que de toute façon, la clientèle est déjà à la base internationale, haut de gamme. Donc, il y a aussi une utilité par rapport à la censure qu'il y a sur les Russes, par exemple. J'avais vu, ça, c'est TF1 qui avait fait un petit reportage à Cannes. Un Russe expliquait que s'il n'avait pas des stablecoins, enfin, il n'avait pas accès au dollar, il n'avait pas accès à Swift, il n'avait pas accès à l'euro, etc. Et que grâce aux cryptos, en fait, ils pouvaient venir à Cannes et dépenser. Donc, ça devait déjà quand même coller, ça avait déjà dû se mettre en place, effectivement, ça devait être après votre venue, parce qu'il était tout content de pouvoir non seulement se déplacer, mais en plus pouvoir payer en Europe, quoi, parce que sinon, c'était pas possible pour lui. Donc ça, c'est un autre cas d'usage pour les personnes qui sont prisonnières des débats géopolitiques et qui veulent juste vivre leur vie tranquillement et qui veulent pouvoir être libres, quoi, tout simplement dans le monde. C'est vrai que les cryptos, ça sert aussi à ça. Oui, ça sert aussi, on l'a vu récemment chez l'un de nos clients, de même pour des raisons de confidentialité, je ne donnerai pas son nom, mais le don en crypto se développe également beaucoup. On l'a vu pendant la guerre en Ukraine, c'est aussi ça qui leur a permis de se défendre, d'acheter du matériel pour soigner les blessés, d'acheter des armes pour se défendre, etc. Et donc, on va dire, l'industrie du don, on va dire, est également en train d'évoluer. Pour vous demander des exemples de cas d'usage, il y a aussi ça, c'est des très belles histoires. On peut faire des dons en euros, on peut faire des dons en crypto. Si le portefeuille des cryptos a bien marché une année, la plus-value, pourquoi pas Ouais. pourquoi pas en faire profiter des gens qui sont davantage dans le besoin. Moi, voilà, il y a plein de belles histoires, en fait. Ah non, mais plein. Et puis alors, ce qui est assez marrant, c'est que comme il y a un problème de confiance vis-à-vis des cryptos, les assos, elles ont exactement le même problème pour lever des fonds, quoi. C'est la confiance, c'est où est-ce que va aller cet argent, est-ce qu'il va bien à la bonne association à laquelle j'ai donné. Donc la blockchain joue un rôle aussi là-dedans. Donc ça, oui, effectivement, Avec c'est un la beau candidat. Ouais. Tout à fait, vous avez raison, oui. Voilà, très bien. Alors, au sein de Deloitte, le secteur Web3 blockchain, il existe depuis un long moment déjà. Donc, vous avez constitué des équipes déjà plusieurs fois, vu des jeunes arriver. Comment ça se passe avec eux quand vous êtes à leur contact? Qui sont ces jeunes qui viennent, que vous embauchez? Qu'est-ce qu'ils représentent pour Deloitte? Et qu'est-ce qu'ils sont amenés à faire en travaillant avec vous? Alors, ça peut être des profils différents de ceux qu'on recrute d'habitude chez Deloitte, donc des personnes qui viennent de l'extérieur, avec des profils d'école classiques ou pas du tout. Et ça peut être aussi des reconversions en interne. J'ai dans mon équipe un ancien auditeur financier très carré, etc., qui aurait suivi tout le cursus classique, le passage de grade, etc. etc. Et puis ce garçon s'est intéressé à la DeFi sur ses heures, sur son temps personnel, au point que de s'y intéresser énormément. Et du coup, il a demandé à changer d'équipe à partir du moment où je suis arrivée chez Deloitte. Et là, avec des méthodes de travail qui sont complètement différentes, ne serait-ce qu'en termes de temporalité. En fait, on parlait tout à l'heure d'un sujet qui est complètement fractal. Donc, en permanence, on est sur une vingtaine de sujets en même temps. Une vingtaine de sujets, que ce soit des missions clients, des préparations de réponses pour aider dans le futur aux clients, veille réglementaire, veille technologique. Donc, tous ces collaborateurs ont les mains dans différents paniers. Et ce, quel que soit, donc il y a des juniors dans l'équipe, de la même façon, ils sont exposés à énormément de sujets en même temps. Normalement, on arrive junior, on a un dossier. On monte un peu, puis on en a deux, puis quatre, c'est x2, 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 etc. Donc normalement, on est exposé à une dizaine de dossiers au grade de manager ou senior manager. Moi, c'est dès le grade de junior. Donc chaque chose va plus vite, en fait. Il faut que je les aide à appréhender plusieurs sujets en même temps. C'est pas forcément évident pour un jeune qui, en plus, doit apprendre les codes d'une entreprise, apprendre des méthodes de travail. Voilà. Après, chaque personne dans mon équipe a un profil complémentaire. Donc, régulièrement, sur des rendez-vous, on y va à plusieurs.
c'est pareil. Normalement, heu, les plus jeunes restent au chaud à la maison, on va dire, au bureau. Il y a que les associés ou senior managers qui parlent aux clients. Ben là, c'est pas le cas. Donc un jeune, chez moi, il doit apprendre à heu, les méthodes de travail, plusieurs sujets en même temps, qui bougent tout le temps, à s'exprimer, à se vendre, à avoir un discours, percutant à l'oral et y compris si devant nous, on est face à un CFO ou un CEO. Normalement, c'est les plus gros grades qui voilà. Là, il y a plus de barrière, en fait et sur Mmh. certains calls, ça peut être un profil plutôt jeune, technique qui a le plus d'importance. Mmh. Même plus d'importance que moi, vous voyez? Donc du coup, tous les codes sont Mmh. changés parce que je dois les aider à se mettre en avant pour faire le meilleur travail possible, tout en ils doivent se sentir, malgré tout, en confiance, puisque je suis en backup et moi ce que j'apporte, c'est mon réseau, c'est ma seniorité dans les relations, clients, dans le delivery, dans la définition des priorités, des trucs comme ça. Mais, il y a vraiment certains moments où on travaille d'égal à égal, en fait. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ce sujet m'a fait, complètement, enfin déjà, j'avais pas un ego surdéveloppé, mais alors ça me l'a fait complètement dégonfler parce que c'est un vrai travail d'équipe. Voilà. Le Ouais. Là où le reste de Deloitte, on est sur c'est comme à l'armée avec, Mmh. des grades. Voilà. Mmh. Donc on travaille, plus vite, on travaille malgré tout avec la même profondeur, la même rigueur et cetera. Heu et en 4 ans chez Deloitte, j'ai lancé une offre par trimestre. C'est énorme, c'est énorme. Mmh. Avant de rentrer là-dedans, j'étais sur des sujets bancaires, j'avais 3 grands thèmes qui tournaient en 10 ans. Ouais, ouais. 3 en 10 ans. Voilà, là, j'en suis à 3 à 4 par an. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce qu'on vient vous espionner pour voir un peu comment vous faites? Si vous Ah beh, alors c'est un milieu qui est très ouvert. On parle plutôt de coopétition, pas de compétition ni de coopération. J'aime beaucoup ce mot-là. Hem, on échange enfin, les gens qui travaillent dans cette industrie, sont passionnés du sujet. On veut tous que ça avance et tout seul, on peut pas. On peut pas parce que c'est ce qu'on disait, ça peut toucher n'importe quel secteur d'activité, la santé, voilà, le secteur public, la banque, le machin. À l'intérieur, ça peut être, un CEO, un CFO, un CRO, un CEO, je ne sais pas si je les ai encore cités. N'importe qui a besoin d'un éclairage blockchain. Donc une entreprise ne peut pas être partout au même moment. Donc on doit tous c'est le principe des petites abeilles, en fait, qui vont butiner un peu partout, qui essaiment et cetera et puis après ça permet d'avoir des jolies fleurs croisées qui n'existaient pas avant. C'est ce même principe-là. Donc il y a quelque part derrière un peu un mode de fonctionnement qui ressemble au vivant, je dirais. Mmh. C'est assez étrange, c'est fabuleux à observer et à vivre, hein. Je ne fais pas qu'observer, comme vous l'avez compris, je suis au centre du terrain, je joue, je Oui, joue. bien sûr. Et alors, ces jeunes-là, ils viennent d'où? Ils arrivent d'où? Parce que bon, on peut pas dire qu'il y a encore beaucoup d'écoles qui sont développées, spécialisées dans la blockchain. Il y en a, mais elles ont pas non plus, elles sont pas très, très anciennes. Donc, d'où viennent ces jeunes et comment ils tombent dedans? C'est des utilisateurs ou ils sont pas de cet écosystème-là? Alors, il y en a un, vous m'avez dit, c'était un audit. OK, c'était très bien, un consultant, mais, les autres, les plus tech, d'où ils viennent? Heu, Bah, j'en ai un qui était développeur, à la Société Générale au préalable, et puis qui a étendu son champ de compétences en termes de codage, informatique, au blockchain parce que pareil, ça l'a intéressé donc il s'est renseigné, il a appris tout ça. Il y a beaucoup en fait d'autodidactes. Les gens sont arrivés chez moi, même des juniors, avec, des compétences importantes. Alors certes théoriques, puis après du coup, avec moi, ils font des missions, donc ils acquièrent une compétence pratique, mais
C'est sur le tas. Mais c'est ça qui est bien, bah, c'est ça le Web3 en fait, hein, c'est ce que Exactement. disent, tous ceux qui travaillent sur les infrastructures. Ils disent: «En fait, moi, je sors pas d'école, hein, j'ai tout appris sur le tas», et je me demande même, pourquoi personne enfin les autres ne font pas comme ça. Maintenant, il y a des écoles, donc c'est bien aussi. Mais enfin, effectivement, c'est encore un secteur où on peut rentrer, c'est encore toujours considéré comme innovant, Oui, donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de place à prendre, tout le monde est toujours le bienvenu partout, j'ai l'impression et exactement. Oui, c'est très open à l'image de cette technologie où c'est de l'open source. c'est ça. Vient qui veut, apporte ce qu'il veut. Heu, j'ai rencontré des personnes qui faisaient des thèses dans le juridique. Moi, j'ai découvert le monde du juridique, on va dire, grâce à la blockchain. Avant, j'étais vraiment trop cloisonnée, finance, risque, et cetera. Là, je me suis ouvert à et oui, il y a besoin de pointures, de juristes qui sont des pointures sur les sujets de taxes sur les cryptos, sur les sujets, de voilà, de réglementation, et puis la d'IPI, blockchain, et cetera, et cetera. oui, la Il y a besoin de tout le monde, en fait. Il y a ouais, besoin ouais, c'est vrai, c'est formidable parce que là, comme vous me dites juridique, il y a d'une part, il y a eu le fait que, une inscription sur la blockchain a été prise comme preuve dans un procès. exactement. Oui, oui, Ça aussi un autre cas d'usage de la blockchain, c'est fou et ça vient des faits. Bon, il y a aussi par rapport au notariat aussi, par rapport à bon ça je sais pas encore quand est-ce que ça va se faire, mais enfin déjà qu'ils apprennent à prendre les paiements crypto pour, les achats immobiliers par exemple, mais aussi pour les legs. Aujourd'hui, on demande vraiment aux notaires aussi de se rendre compétents, pour, accueillir ces formes-là d'héritage. C'est vrai, c'est un vrai phénomène et puis il y a aussi le sujet de la tokenisation, donc puisque, comme on avait oui. dit tout à l'heure qu'on en parlerait un petit peu, vous êtes aussi au fait, hein, de ces sujets de tokenisation ou pas du tout? Si, si, on a accompagné un certain nombre de clients, sur ces sujets de tokenisation. Tokenisation d'actifs financiers existants, tokenisation d'actifs immobiliers, heu Oui, donc vous êtes des vraiment, sujets, ouais. artistiques, et cetera. Oui, on travaille dans l'équipe sur, bah, voilà, enfin, réellement tous les secteurs d'activité et tous les cas d'usage, blockchain. C'est ça, certains soirs, le cerveau compresse, un peu parce qu'il a fallu faire, plusieurs fois la danseuse et plusieurs fois le grand écart dans la journée. La tokenisation, moi, je trouve que c'est complètement dans l'air du temps, puisque, bon, si on le fait, long story short, mais ça permet de découper un bien en petits morceaux et d'acquérir, finalement des petits bouts. Donc ça donne accès, heu, à l'investissement. Ça permet de relier, 2 choses. Ça donne l'accès à l'investissement à plus de personnes et on est plus sur des investissements aussi de cœur. C'est-à-dire que, vous allez, acheter un token de votre passion. Alors c'est un token de foot, c'est un token d'une œuvre d'art, c'est un token d'une pierre précieuse, d'un bien immobilier. Voilà, donc vous pouvez relier vos passions à vos investissements. C'est quand Mmh. même pas mal, je trouve. Et puis, ce découpage en petits morceaux, bah, donne plus de liquidité sur le marché et un accès plus simple à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immobilier, bon, bah, OK, c'est entre 30 et 40 ans quand on a suffisamment d'assises, un petit pécule pour démarrer et des salaires suffisamment, sympathiques pour que votre banquier vous accorde le prêt. Bah, la tokenisation immobilière, on peut, acheter un petit bout quand on est jeune Mmh. ou quand on est plus âgé. On se dit à un moment donné: «Bon, bah, j'ai 70 ans, je ne vais pas racheter un bien immobilier si c'est pour le donner tout de suite, pour le léguer tout de suite et puis est-ce que j'ai envie de me remettre dans un crédit? Puis de toute façon, on va me demander trop de questionnaires de santé, bon, Mmh bah, mh. ouais, si, j'ai encore un petit peu, bah, plutôt que de donner un petit billet à Noël à mes petits-enfants, je leur achète un token, Mmh. token immobilier. Heu, Vous donc croyez vraiment que les grands-parents, ils seraient capables de faire ça? Ça, à mon avis, c'est une projection dans oui? dans les parce que dans l'étude ADAN, on prend l'âge aussi des personnes et des répondants. Vous avez comme un système de cloche, en fait. Ceux qui sont le plus dedans, bon, c'est sûr, c'est les jeunes. Après, il y a le ventre mou, des actifs et puis il y a les retraités. Et pourquoi les retraités? Parce qu'en fait, ils ont du temps. Ils ont du temps pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, se poser des questions et puis surtout, ils n'ont pas envie d'être largués par rapport à leurs petits-enfants si par hasard, ils ont la chance qu'ils viennent les voir un week-end. Donc ça peut être aussi l'ado
qui en parle à ses grands enfin, qui en parle à ses parents tous les moi, j'ai plein de clients qui me disent: «Ah non, mais explique-moi parce que là, j'en peux plus, tous les samedis, il me prend la tête, j'ai l'air d'un âne, je suis à la ramasse, Marilyn, explique-moi». Voilà. Mais du coup, le jeune, il fait ça aussi avec papy, mamie. Papy, Ouais, mamie, ils ont plus de temps pour l'écouter, pour aller se renseigner entre 2 visites, pas simplement entre 2 samedis soirs, vous voyez? Et donc, en fait, à nouveau, le sujet se développe par capillarité. C'est de la confiance qui se diffuse et un grand-parent, normalement, il aime son petit enfant, donc à un moment donné, il y va parce que le gosse lui dit mmh, d'y aller. Voilà, c'est comme ça, en fait, que ça se déploie et ça se déploie comme ça et avec le système de communauté, la communauté étant quelque chose qui rassemble les gens par leur passion. tout à fait, tout à fait. Voilà et c'est réellement comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui, avec un principe de communauté. Donc cette technologie, elle se déploie de la façon dont le monde se déploie aujourd'hui et donc Mmh. c'est pour ça que moi je suis convaincue, depuis le début, que ça va se faire. J'ai 2 adolescentes à la maison qui vont bientôt avoir 14 et 17, donc j'ai un labo à ciel ouvert, en fait, si vous voulez, sur ces sujets-là. Je vois comment elles fonctionnent, complètement différemment de ce qu'on connaît. Pour autant, bah, voilà, il faut les écouter, c'est aussi elles qui font, notre éducation à moi et à mon mari. Elles sont le reflet de cette nouvelle génération et réellement ça match en fait. Les 2. Et c Voilà. Oui, moi c'est ça qui m'a décidé tout au début quand j'ai commencé à voir comment elles fonctionnaient en fait mes filles. Et je me suis dit: «C'est ce truc est fait pour elles». Ça prendra le temps que ça prendra à se déployer, hein. J'ai jamais dit que ça allait se déployer en 5 ans, mais de même qu'un enfant met pas 5 ans pour être, mature, indépendant, autonome et Mmh, 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 cetera. c'est vrai. C'est tout. Ouais, 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 non, mais c'est ça. Oui, oui, je pense que vous êtes pas la seule à penser qu'effectivement, les jeunes, ils vont commercer avec une facilité déconcertante en crypto, puis n'importe laquelle en réalité. C'est pas tant que Bitcoin, c'est parce qu'aujourd'hui Bitcoin, c'est quand même un territoire assez sacralisé, qui est censé faire office de monnaie. Or, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que n'importe quelle crypto fera l'affaire. Même n'importe quoi, hein, même, n'importe quoi. Oui et il y a beaucoup de n'importe quoi dans Et l'écosystème, c'est oui. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de n'importe quoi et d'ailleurs, c'est un sujet quand même hyper intéressant parce qu'avec les millions de cryptos qui naissent tous les jours, alors qu'apparemment sur les blockchains, il se passe pas grand-chose. Comment vous justement, qu'est-ce que c'est que vous choisissez, vous mettez en place justement? Est-ce que vous vous basez sur des blockchains déjà existantes et vous vérifiez leur solidité, vous vérifiez si elles fonctionnent, s'il y a beaucoup de transactions? Est-ce que Ethereum pour vous par exemple, là, puisque ça va être d'actualité, c'est la blockchain à mettre en place pour tous ces échanges, qu'est-ce que vous en dites? Alors ça fait partie de nos missions de conseiller les clients, sur le choix de la bonne, blockchain. Par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs besoins futurs aussi, parce qu'on est sur des sujets qui évoluent très vite aussi, donc il ne faut pas les s'enfermer dans quelque chose qui ne soit pas ensuite ce qu'on appelle interopérable avec d'autres blockchains, plus tard. Donc ça peut clairement être une phase de nos missions, le choix de la blockchain. Après on arrive aussi, parfois, où tout est déjà développé et effectivement, là, on prend une casquette d'auditeur et on revoit le produit avant qu'il ne soit lancé sur le marché, d'un point de vue, business financier, technique, cybersécurité, juridique et cetera. On fait également de l'audit de smart contract, donc Ah ici oui. Ethereum. C'est vrai que c'est la blockchain qui se prête le mieux, pour pouvoir coder des règles. S'il se passe ça, alors je fais telle ou telle action. Ça s'y prête très bien, mais c'est pas la seule. Bah, tout dépend vraiment de ce que le client veut faire. Ce que l'on ne fait pas chez Deloitte, c'est du conseil en investissement. Mmh. Je n'ai jamais dit à un client: «Allez plutôt vers ceci ou vers cela». Ce Mmh. qu'on peut faire, c'est des analyses de risques ou ce genre. On a une démarche par les risques, sur ces aspects-là, de façon à ce que nos clients aient conscience des risques auxquels ils s'exposent, qu'on les aide à répondre aux questions comptables, juridiques et cetera, comme avec le grand, les grandes conférences qu'il y a eu avec les commerçants à Mmh. Cannes. Heu il faut analyser les différents impacts et puis ensuite y aller c'est nos clients qui décident d'y aller ou pas, mais en toute connaissance de cause. Mmh.
Voilà. Tout à fait, ouais. Alors Marilyn, effectivement, pour revenir un petit peu sur le rapport de la DAN, il a été spécifié que, il y avait des freins bien sûr à l'adoption. Le premier d'entre eux étant le manque de connaissances. Donc là, on a dit que c'est par capillarité, donc il va falloir effectivement éduquer, se former et cetera. Il y a évidemment l'aversion au risque parce que, on n'a toujours pas suffisamment de connaissances pour comprendre comment ça fonctionne et puis il y a un troisième point aussi, c'est quand même la confiance dans l'environnement. Mmh. Étant donné qu'il y a le risque, c'est aussi finalement, est-ce que, comment je peux me faire dérober? Je deviens ma propre banque. Comment on peut garder ses actifs en sécurité, et cetera. Et à ce titre, on sait que dernièrement, on a eu effectivement des épisodes, depuis ces 6 derniers mois. Je crois que ça devient vraiment incroyable. Je crois qu'encore un cette semaine, dans l'Essonne. Eh ben oui, quelqu'un, encore, c'est une tentative, avortée, mais il y a encore eu une tentative. Et donc, vous, par exemple, vous savez que aujourd'hui, la police, hein, justement, on a vu que la police avait aussi transformé sa manière de se comporter par rapport à ces gens-là. Est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus alors sur les acquis des compétences au sujet de la police, des recherches, voilà, de tout ce qui est Oui, 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 tout à fait. Bah, les cryptomonnaies se déploient qu'on le veuille ou non. Heu et simplement quand ça arrive, il faut également adapter son métier aux cryptomonnaies et donc vous avez, de même que le sujet de cybersécurité a percolé partout, donc il y a des experts cybersécurité dans la police et dans la gendarmerie. Vous avez également des experts en crypto. Quand je dis des experts, ce sont des personnes vraiment extrêmement pointues qui sont habitués à intervenir de nuit, de jour, de week-end pour faire des investigations, des perquisitions pour récupérer les cryptoactifs ou remonter sur la blockchain pour savoir à qui appartient la crypto ou si elle a été dérobée, qui est le nouveau détenteur. Donc ce sont des personnes à même réellement d'apporter de la confiance dans cet écosystème et qui l'ont démontré à chaque fois qu'il y a eu un kidnapping avéré. En fait, les coupables ont été retrouvés extrêmement vite et les cryptos ont été rendus à leurs propriétaires. Donc, c'est aussi un problème d'éducation chez les voleurs, on va dire. Mais, euh, il faut se rendre compte que ça ne sert à rien d'aller mmh. d'aller voler une crypto. On est repéré tout de suite, en fait. On est Oui, repéré. c'est même marrant qu'ils en aient pas tiré des leçons immédiatement parce que ça dès les Normalement, premiers. ça devrait suffire pour décourager tout le monde. Donc, il y a eu à bras le corps des choses qui ont été travaillées, et notamment par la DAN. La DAN et un certain nombre d'acteurs purement Web3 en France qui ont été reçus par le gouvernement en urgence, prévenus la veille pour le lendemain, etc., pour ensuite lancer une campagne d'information slash de désinformation. Voilà, tout ceci est en train de se mettre en place. Ils ont fait un travail formidable à nouveau pour que ces agissements cessent parce qu'ils sont vains. Voilà. Autant aller voler le sac d'une grand-mère à la sortie de BNP Paribas. Mmh, mmh. Oui, pas mal. Mais ça, on n'en parle pas dans les médias. Et malheureusement, il y a toujours des personnes qui ont l'air un peu plus faibles. Donc, je citais une grand-mère, ça peut être un grand-père, ça peut être, voilà, qui subissent de tels agissements. Mais ça, on n'en parle pas à la télé. Le truc, c'est que les médias focalisent sur ce qu'ils ont envie, sur ce qui va faire le plus de buzz. Mais bon, il y a toujours des camions de la Brinks qui sont attaqués, il y a toujours des vols de sacs à main, il y a Mmh. un pauvre adolescent qui n'a pas voulu donner de son portable et qui aujourd'hui est au ciel il y a quelques semaines. Voilà, il y a toujours de ce type d'agissement. Là, effectivement, il y a un focus, alors qui joue quelque part aussi l'évangélisation sur ces sujets-là, mais qui le fait sous un prisme qui inquiète en fait. Et c'est ça qui est dommage, sauf si on arrive à renverser la vapeur avec justement ce que le gouvernement va faire pour expliquer que ben non, justement, c'est même plus sécurisé que le reste. Et donc,
Oui, alors là, je me permets de remettre un petit peu en exergue une contradiction du gouvernement dans ce cas-là, parce que si le gouvernement cherche à démontrer que oui, justement, c'est transparent, c'est traçable et que c'est finalement très pratique et que c'est pas la peine de s'engager sur cette voie-là, d'un autre côté, on a encore un monsieur Darmanin qui nous dit récemment que c'est réservé aux trafiquants de drogue et au marché noir, quoi. Donc, et c'est pareil, il y a une double. Oui. une- Bah, c'est comme ce que je disais en banque, il y a deux vitesses. Il y a ceux qui Ouais, ont il y a compris deux vitesses. et ceux qui comprendront un petit peu plus tard. Mais Ouais. précisément, et donc, il y a des entreprises qui se sont développées sur le marché précisément pour faire ces investigations sur blockchain. Donc, vous parliez des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes. J'ajouterais une troisième catégorie d'affreux que sont les pédophiles. Mm. Et en fait, dès lors que ces trois typologies d'affreux ont fait des paiements en crypto-monnaie, ça aide considérablement les services de police à les retrouver. Et il y a des réseaux entiers de pédophiles qui sont tombés grâce à la crypto. Voilà. Oui, c'est épatant, oui, effectivement. Surtout s'ils sont localisés en Europe, parce qu'en général, c'est quand même aussi beaucoup à l'étranger. Est-ce qu'on peut intervenir justement à l'étranger? Parce que je croyais que c'était ça qui était très difficile à. Alors, on va trouver que c'est à l'étranger. Et à ce moment-là, c'est une très, très bonne, c'est une très, très bonne question. Euh, En fait, leurs acolytes en Europe sont également formés et très pointus et ils se passent le relais. Et elle est limite plus vite encore que dans les services policiers, on va dire, classiques. Classiques. Mmh, Moi, je le mmh. vois chez Deloitte, il y a une vitesse avec laquelle je corresponds avec mes pairs aux US, en Espagne, etc., qui n'existe pas sur les autres métiers. Deuxième exemple, donc c'est la blockchain, par rebond, en fait, c'est comme le coup de bière à trois bandes, par rebond, accélère les process des entreprises parce que les liens sont déjà créés. Quand on a fait ce rapport à Dan, on a interviewé également la banque de Lubac. Et quand on leur disait, donc, le sujet est partout chez eux, l'ensemble de leurs collaborateurs sont formés. Donc là, pour le coup, chez eux, ils y sont tous. Hein. Ils Ah ont bah oui, tous. c'est la banque qui fait référence dans la crypto, hein, de toute façon. Voilà, exactement. Et je leur demandais quels autres avantages ils avaient pu en tirer. Et on m'a dit, mais clairement, avant, pour faire n'importe quel produit financier, il fallait 12 à 18 mois. Là, comme ils ont stretché la machine sur des produits crypto dans un monde qui va plus vite, donc des clients qui ont des besoins où ils veulent du tangible plus vite, donc ils ont appris à travailler plus vite entre équipes, chacun plus vite et chacun en interaction plus vite. Au final, tous les produits sortent en 2-3 mois, qu'ils soient crypto ou pas crypto. Imaginez le gain de productivité. Mmh, 3 mois versus 18 mois, c'est énorme. mmh, C'est mmh. Donc, il y a aussi des avantages collatéraux. Mais pourquoi? Mais parce que tous les liens transversaux n'ont pas été tissés dans ce monde jusque-là. Donc, tout ça, c'est des voies à explorer. C'est comme des connexions neuronales, des nouvelles connexions neuronales, en Mmh. fait. Bah, ça me fait beaucoup penser à l'IA, hein, depuis tout à l'heure. J'ai quand même beaucoup l'IA derrière la tête parce que notamment avec la police, au salon de l'IA, ils étaient effectivement présents et ils Voilà. expliquaient que oui, oui, tout à fait, ils étaient là. Et très techniciens justement aussi, en expliquant à quoi servait l'IA pour traquer bah ouais, les pédophiles, effectivement. C'était aussi le sujet, ou aussi les personnes disparues avec les nouvelles façons de dresser des profils, des visages, voilà, Oui, avec l'aide de l'IA pour retrouver les personnes disparues. Enfin, il y a vraiment un secteur métier là aussi au sein de la police qui s'est ouvert. Et puis il y a aussi ces personnes qui forment justement les particuliers à la sécurité. Parce que, bon, on parlait là des scams, enfin pas des scams d'ailleurs juste avant, mais du hack par exemple, ou du vol de crypto. En ce moment, il faut quand même le dire, et je profite de l'épisode pour le dire, c'est qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup, beaucoup de malware qui se mettent dans les ordinateurs. On entend de plus en plus le fait que nos ordinateurs peuvent être hackés et que si on a conservé sa clé privée sur un cloud, ou qu'on a pris une photo de sa clé privée sur le smartphone, et ben qu'aujourd'hui, c'est extrêmement facile de mettre des petits bots qui viennent espionner et rechercher spécifiquement les seed phrases, les clés privées. Et c'est vraiment quelque chose, il faut faire très attention parce que là, la police, elle ne pourra pas nous aider. Je veux dire, je ne pense pas, hein, une fois que la personne a siphonné un wallet parce qu'il détenait la clé privée, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire, même au niveau de la police. Hein, voilà. Compliqué. Hein. Disons qu'on saura qui a siphonné.
Bah, c'est sûr que c'est, l'analogie, c'est laisser ses clés sous le paillasson, hein. Mmh. C'est pas malin malin, hein. Mmh mh. Mmh C'est mh. pratique, Mmh. mais ou laisser ses codes dans son ses codes d'accès à son site bancaire ou et cetera dans son téléphone. C'est pratique, Mmh. mais c'est pas malin. Voilà, nous, ce qu'on recommande, c'est les mots-clés, de les sauvegarder. Alors ça peut être sur des clés, métalliques, donc comme ça évite le feu, voilà, et en plusieurs, morceaux, en fait. Et même pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est évident qu'il y a un système de gouvernance avec, heu, plusieurs clés et cetera, qui sont, cachées à différents endroits, machin, mais le les mots de passe également doivent être, spreadés à différents endroits. C'est comme si vous avez une porte avec 3 serrures, bah, si vous laissez sous le paillasson les 3 clés, Mmh. dommage. Mais si vous laissez une clé sous le paillasson, une clé sous le paillasson de votre mère qui habite à 200 kilomètres et une clé, sur, je sais pas quoi, un copain qui habite, à Biarritz, bah, ce sera plus compliqué d'ouvrir la Mmh. porte. Mmh. Voilà. C'est vrai que ça Nous, on parle de gouvernance distribuée. Le sujet de la distribution, ouais, la ouais. confiance vient de la distribution, en fait. Ouais, tout Voilà. à fait. Non, mais c'est très, très fin ça, ce que vous venez de dire là. Effectivement, ça adhère aussi, avec les clés privées, tout à fait. La décentralisation, tout à fait. Et justement, tout à l'heure, vous disiez que, finalement, si les banques, étaient un peu plus présentes sur la question, les Français iraient volontiers pour des raisons d'attachement, vous m'avez dit. Moi, je Mmh. pensais plutôt à la confiance, en réalité, la confiance que la banque, apporterait Oui, oui, bien sûr. comme, voilà. Donc c'est vrai qu'en ça, il y a peut-être une possibilité, pourquoi les gens ne vont pas directement, vouloir être propriétaires de leurs actifs, c'est pour ces raisons-là. C'est parce que, derrière, ils vont être responsables de leurs actifs et c'est vrai que dans ce cas-là, les banques ont aussi un rôle à jouer si jamais ils proposaient, d'aventure, ce genre de produit. C'est très intéressant et ça pourrait nous aider à avoir plus d'adoption aussi. Mmh mh. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est, à ce moment-là, la clé privée, bah, c'est pareil, la banque, elle sert à quelque chose, elle a des coffres forts, on peut très bien louer un coffre-fort aussi à la banque pour mettre sa clé privée, tout simplement. Bon, ce que j'aimerais savoir, Marilyn, c'est voilà, à horizon, par exemple, 20 ans, comment vous pensez que ça va évoluer? Que ce soit, pour, les jeunes, que ce soit pour les actifs, que ce soit pour les femmes? Parce qu'il y a aussi un sujet, autour des femmes. Parce que vous êtes une femme dans un environnement qui est quand même très masculin, je suppose? Mais vous le sentez pas trop, ça vous pèse pas trop, hein? C'est pas quelque chose que vous remarquez, vous remarquez peut-être même qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'environnement? Comment ça se passe? Je me sens pas à l'écart. Quand j'ai démarré il y a une dizaine d'années, là où je me sentais différente, c'était au niveau de l'âge. Ah oui. Ah oui, parce que dans la communauté, il y avait, énormément de personnes de 25-30 ans et j'en avais déjà 40 en fait. Donc je me sentais, vieille, tout Mmh. simplement. Hem c'est plus ça que j'ai senti, mais après, je dirais que je me suis laissée porter parce que je me suis rendu compte qu'en fait, heu, c'est oui, j'ai été très bien intégrée parce que ces jeunes voyaient en moi quelqu'un de OK, alors j'étais associée dans un autre cabinet à l'époque, un autre Big Four et se disaient: «Ah ben, on a une associée qui s'intéresse au sujet. Donc on a raison d'y aller» et je leur donnais plein de conseils pour leur entreprise, pour aborder le marché, pour être résilient, pour se présenter, voilà, j'ai fait un c'était du donnant quelque part. Eux me formaient et moi je les coachais face à c'est exactement ce que je vous expliquais finalement avec mon équipe. Chacun apporte, Mmh mh. quelque Mmh chose. mh. Donc ce que j'ai plus senti, c'est l'écart d'âge et puis après très vite je me suis dit: «Bah non, puis finalement ils m'intègrent donc en fait ils s'en fichent et puis du coup, bah moi aussi» et voilà Mmh. et pas le fait que j'étais une fille. Mais oui, il y en a de plus en plus et c'est important parce que, comme c'est un sujet qui touche tout et tout le monde, il faut la même représentativité, partout. Mmh. Les femmes ont aussi une sensibilité qui se prête très, très bien à cette technologie et by design, je pense que les femmes se regardent un peu moins le nombril parce qu'en fait on donne la vie. Donc à un moment donné de sa vie,
on travaille pour quelqu'un d'autre, mais réellement, quelqu'un qui est à l'intérieur de soi. On est chargé d'âme, on est chargé d'un corps. On sait du coup que le monde ne se restreint pas à sa propre personne. On en fait Mmh. l'expérience, Mmh. pour celles qui veulent et qui ont la chance de pouvoir évidemment, mais on le sait. On le sait, en Mmh. tout cas, c'est dans les gènes, c'est dans les gènes, voilà. Donc pour moi, c'est extrêmement important qu'il y ait, Bah le oui. sujet qu'il y a, c'est que, je ne l'avais pas forcément en tête, mais je l'ai appris sur un des meet-up, c'est que, il y a de moins en moins de jeunes femmes qui s'orientent vers les filières, scientifiques. Donc si la source se tarit, alors tout mène à la blockchain, mais en tout cas sur les aspects plus techno, bah, s'il y a moins de filles, c'est Mmh. à la base, on ne va Mmh. pas les créer en cours de route, en fait. Et Mmh donc mh. ça me préoccupe. Mais je commence à avoir ce type de discussion hem, au niveau du gouvernement. On va réagir. Il faut que la France réagisse. Et Voilà. ben, en fait, il y a j'ai lu un livre récemment, «Déconstruction du sexisme au travail», pour tout dire, D'accord, de Marine je note. Petrone, pas chaud. Mais qui reprend parce que ça agrège beaucoup de choses, comme c'est systémique. On se rend bien compte qu'il y a un problème systémique, c'est pas Ouais, juste une génération. Puis c'est là depuis toujours et puis ça perdure apparemment et puis ça vient d'ailleurs. C'est pas juste non plus forcément les corps, c'est plusieurs paramètres, la famille, l'environnement, l'école, le système. Bon, donc tout ça, faut mettre à plat. Il y avait eu dans la fonction publique, il y a eu, les quotas. Donc il y a eu la parité par les quotas. C'est oui, horrible comme mot, j'aime pas ce mot, mais voilà, c'est comme ça. Ça fonctionne, c'est-à-dire que dans la fonction publique, on a effectivement, autant de femmes que d'hommes au même niveau de poste et cetera. Ça fonctionne. Donc au Canada, il y a une vingtaine d'années, justement en informatique, parce qu'ils avaient le même problème, absence de femmes dans les réseaux tech, ils ont mis en place une politique de quotas. Donc, ils ont créé un programme 100% féminin, avec un d'accord. recrutement exclusivement féminin et des espaces réservés aux femmes. C'est fou, je sais, ça paraît incroyable. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 15 ans à 20 ans, ils ont récupéré 40% de population féminine au sein de l'école en tant qu'élève. Et donc, à D'accord. partir de 40%, on considère que 40% d'une minorité, et c'est quand même terrible de dire ça, parce que les femmes ne sont pas minoritaires sur la planète, on est tous, on est là, quoi, à 50-50, voilà. Donc, on est quand même comme une minorité dans ces secteurs-là. Et bien, à partir de 40% d'une minorité dans un secteur, et bien, cette minorité commence à avoir de l'impact et commence à pouvoir s'imposer. Et Mmh. donc, ils ont pu arrêter ce programme des quotas à partir de 40% de présence féminine. Et donc, ça marche, ça marche. Mais il faut la volonté. Il faut la volonté. Ouais, ouais, c'est super, super intéressant. Ouais, il va falloir changer, ajouter une petite, règle dans les lignes de code de Parcoursup alors peut-être. Et le problème, c'est que chez nous, on peut pas, c'est la discrimination, donc Eh oui. on peut pas, recruter que des femmes. Alors peut-être qu'au niveau des écoles, oui, ça peut se faire. On crée des écoles, des classes spéciales pour les femmes. Et effectivement, on est certain que, ça peut fonctionner. Il faut que ce soit légal, en fait. Ça, je ne sais pas si c'est possible en France, mais voilà, c'est un point. Si vous passez par le gouvernement, n'hésitez pas à leur soumettre cette magnifique idée. Et ben, je note, je connaissais pas, cette belle histoire au Canada, je la note. Ouais. Ouais, Merci ouais, beaucoup, donc Delphine. vous verrez l'ouvrage, vous verrez, c'est pas mal, hein, de lire ça. Très bien, Marilyn. Est-ce que, si vous aviez, un conseil, non pas en investissement à donner, mais mais un conseil quand même, qu'est-ce que vous auriez envie de dire là aux femmes qui nous écoutent et peut-être même aux hommes qui nous écoutent par aventure? Hem, mmh, alors j'avais écrit un article il y a 7 ou 8 ans qui s'appelait, «On dit le bitcoin, la blockchain serait-elle pour les femmes?» Voilà, et je parlais de ces aspects voilà aussi de représentativité qui est hyper importante, puisque de la blockchain représente le monde, d'intelligence émotionnelle et cetera et cetera. Et à la fin, je disais: «Allez les filles, voilà, allez les filles, il y a rien à perdre, franchement, c'est un écosystème où il y a beaucoup d'altruisme, beaucoup de choses à créer, ce qui permet de s'exprimer, de pousser ses idées. C'est un terrain qui, by design, laisse de la place à l'expression, C'est vrai. que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Mais il y a vraiment des milieux où il y a plus grand chose à créer, ou alors il y a, un poids de la hiérarchie, que c'est trop de règles et cetera. Là, c'est encore, pour quelques années, me semble-t-il, hem, un lieu pour,
Créer. pour épancher et créer ce nouveau monde-là qui est derrière notre fond d'écran, à défricher aussi, hein, parce qu'il y a un petit Ouais. peu de végétation luxuriante de partout là sur nos fonds d'écran, mais et 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 du coup, les femmes ont créé des humains. Voilà. Et ben, là, on peut créer des métiers aussi. On est faites pour créer, en fait. Donc, Mmh. allez-y. Enfin, il y a rien à perdre et sincèrement, c'est pas macho et s'il y a quelques années, bah, oui, les meet-up étaient à la bière, bah, aujourd'hui, les endroits sont, il y a pas que de la bière, il y a des softs, il y a tout type de boissons. Non, mais je plaisante en disant Non, ça, mais mais c'est hyper représentatif. Je suis tout à fait d'accord. heu, Alors, récemment au meet-up, un meet-up que je ne citerai bah, non, je crois que c'est même au BEF, au Bitcoin Economic Forum, hein. mmh, J'ai vu apparaître un petit, food truck végétarien. Ah, parce que d'habitude, c'est les c'est les grosses entrecôtes, la bière et tout ça. voilà. Non, bah, il y a et ce monde a besoin c'est un nouveau monde. Ouais, Qui n'est pas, contre l'ancien, qui est en plus, on ajoute une dimension, ouais, et ce monde a besoin de finesse, aussi et et voilà et ce monde est plutôt, bienveillant parce que tout le monde agit, c'est merveilleux en fait, avec un objectif commun. Alors pour encore combien de temps, je ne sais pas, mais c'est le cas, réellement et donc, oui, réellement, tout le monde a sa place. Donc, allez-y, de toute façon, venez voir, venez explorer, vous avez rien à ouais. perdre. Contactez-moi si vous le souhaitez, je répondrai bien volontiers. Heu, Je trouve même que ce serait l'effet encore vertueux, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'effets vertueux, même dans Bitcoin principalement, mais finalement dans la crypto aussi. L'effet vertueux, c'est finalement tous ces univers qui sont par nature un peu pervertis, hein, aussi par l'argent, que hein, les grosses institutions aussi. Et bien que finalement, cette fusion de l'ancien monde et du nouveau monde apporte le côté vertueux qui faisait défaut oui, justement. oui, Ça serait vraiment l'ultime, switch incroyable que ça pourrait procurer. Là, je pense qu'on aura un truc magique sous les yeux. Enfin, c'est un peu l'espoir que je porte avec Bitcoin déjà, premièrement, parce que je trouve qu'effectivement, il a su transcender tous ses défauts en qualité. Bah, là, je pense que ça peut faire exactement la même chose dans le monde, donc j'ai hâte de voir ça. eh bien, moi aussi. Bah, Marilyn, on vous contacte. Alors effectivement, si on veut, plus d'informations, si on cherche un emploi parce qu'on est doué, on se dit peut-être, je peux être, un talent pour Marilyn, parce que Marilyn cherche toujours des talents, je pense. Et on vous contacte sur LinkedIn. Vous êtes présente sur LinkedIn? Tout à fait. Marilyn Ricard et vous répondez très facilement. Vous êtes très accessible et merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir, sur cet épisode. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt et je regarderai votre évolution. Vous avez une petite actualité à part le THCC à dire? Qu'est-ce qu'il va y avoir ou rien de spécial? Non, on a des choses dans les tuyaux, mais je peux pas en Ah, parler, malheureusement encore, mais lors d'un prochain épisode, volontiers. Il y a vraiment tout un nouveau pan là qui se développe très, très vite, ah heu, ouais, voilà. Mais c'est un nouveau bébé, un nouveau, OK. un nouveau use case. Alors Marilyn, pour terminer, un dernier conseil? Alors, je ne fais pas d'investissement en crypto-monnaie, je vous l'ai dit, mais réellement, mon conseil, c'est essayez. Allez-y, vous n'avez rien à perdre. Un bitcoin, on peut en acheter une infime, partie. C'est pareil pour toutes les cryptomonnaies. Ça permet de comprendre comment ça fonctionne, de mettre un pied, en fait, dans cette nouvelle industrie où à nouveau tout est à construire, l'équilibre, on râle en disant: «Ah, égalité homme-femme» et cetera. Là, tout se construit. Donc les filles, allez-y parce que du coup, si demain vous serez actrice de ce nouveau monde, actrice de cette égalité, vous évoluerez dans un monde que vous avez choisi. Et cette liberté-là, ça n'a pas de prix. Et avoir un petit peu de Bitcoin, c'est avoir un petit peu plus de liberté dans sa vie. Un jour, ça pourra servir. Oh oui. Merci beaucoup Marilyn, à bientôt. Merci Delphine. Au revoir.